C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Paramètres Madame, Monsieur. Le long de cette émission, nous parlerons notamment de la situation sécuritaire et politique du pays avec la sortie imminente du nouveau gouvernement qui est tant attendu, le gouvernement Souminois 2. On va parler également de la signature des divers accords, notamment celui de Washington et de Doha. Nous ne manquerons pas d'exploiter l'actualité judiciaire avec les procès qui font parler, notamment celui de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, mais aussi de celui de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le long de cette émission, nous aurons également l'opportunité d'avoir quelques nouvelles du parti politique UNC, étant donné que nous recevons un de ses cadres au nom de Sam Mandoumba. Monsieur Sam, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci infiniment pour l'invitation. C'est pour nous un réel plaisir de vous avoir dans cette émission parce que ça fait déjà longtemps qu'on vous avait plus vu dans les médias. Oui, je m'étais donné un petit repos, pas un petit repos mais un petit temps de méditation avant de reprendre la vie médiatique. Mais là, voilà. Étant donné que la reprise commence avec nous, c'est vraiment un privilège, nous vous en remercions. Merci infiniment, Vers Fatira c'est ma maison donc je ne manquerai pas à l'invitation. Vraiment, je disais tout à l'heure que vous étiez coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'UNC. Tout à l'heure, nous allons revenir aux nouvelles du parti, mais nous entamons cette émission avec la grande actualité concernant la sortie imminente du nouveau gouvernement dénommé gouvernement de l'Union nationale ou encore gouvernement Souminois 2. Quelles sont vos attentes par rapport à cette sortie du nouveau gouvernement? Merci infiniment madame, je considère que les mots ont un sens en politique parce que quand vous dites gouvernement d'union nationale, je considère que le président tend vers une large adhésion d'autres forces politiques comme l'opposition, la société civile, afin que nous puissions trouver des solutions idoines pour les problèmes de nos concitoyens et pour le problème de nos frères et sœurs qui souffrent encore, surtout ici j'essaie d'épiner la population de l'Est. Moi, je considère que le gouvernement Souminois 2 doit être un gouvernement qui va répondre aux besoins de la population congolaise. C'est bien bon de faire le pas dans la bonne direction en acceptant la cohésion nationale, mais les acteurs que le président de la République va choisir, il faut que ces gens-là puissent avoir l'amabilité de bien faire les choses et de travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo sur le plan national et international. Donc, je me réjouis du fait que le président de la République a accepté ce que les amis de l'opposition disaient hier et la société civile, entre autres l'Église catholique et les confessions religieuses. Nous sommes dans la joie parce que le président de la République fait ces pas-là. Et nous considérons que l'intérêt national sera mis en exergue pour le membre du nouveau gouvernement Souminois 2. Donc pour vous, il était temps de pouvoir intégrer toutes ces couches-là de la politique au sein du gouvernement pour l'avancement du pays. Oui, si vous regardez, nous sortons des élections. Nous sortons des élections et il y a toujours une fraction qui s'écaille entre les gens qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition. Et l'opposition est toujours dans cette logique de la revendication légitime des résultats ou quoi que ce soit. Oui. Mais pour assouplir cette politique-là que moi je trouve trop africaine, quand on perd aux élections, on accepte qu'on fait l'opposition, mais nous revenons toujours sur des divisions en interne, et pour éviter que cette image totalement édulcorée de la République démocratique du Congo soit mise en exergue au concert des nations, c'est bien bon de faire un gouvernement d'union nationale, pourquoi pas. Alors au regard des réalisations du gouvernement passé ou des membres du gouvernement passé, quels sont les visages que vous voudrez revoir dans le gouvernement Souminois 2 ou encore des visages que vous voudriez voir intégrer le gouvernement pour l'avancement du pays, bien évidemment? Oui, je serais d'accord de voir un jour M. Martin Fayulu, le membre du gouvernement, M. Mozito, M. Delis Esanga, M. Joseph Kabila, M. Moïse Katumbi, M. Jean-Claude Mvemba, qui d'autre, M. Franck Djongo, pourquoi pas? Pourquoi pas s'ils sont à mesure d'apporter une solution à l'édifice, à la construction d'une nation forte, stable et prospère au cœur de l'Afrique? J'aimerais bien voir ces gens-là. Vraiment, si vous le dites, hein, mais là, vous avez parlé de Joseph Kabila alors que présentement, là, on dirait que c'était une bête noire.
Bon, moi, je ne suis pas partisan de la politique stalinienne. Moi, je considère que les développements d'une nation les développements d'une nation relèvent de la considération que nous devons avoir les uns envers les autres. Et considérer comme si nous sommes des saints, là-bas ce sont des démons, ça c'est très grave. Moi, je ne suis pas partisan de cette politique. Nous pensons que la République démocratique du Congo prendra son envol si les enfants de la République démocratique du Congo se retrouvent autour d'une table en respectant les équilibres des uns et des autres et en respectant le leadership qui est actuel à la tête du pays, celle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors là, c'est une bonne chose. Et à en croire le chef de l'État, le nouveau gouvernement devrait être restreint au regard des défis auxquels est confronté le pays. Êtes-vous de cet avis? Je partage largement l'avis du président de la République. Pourquoi pas on aurait un ministre du budget et finance directement? Ok. Parce que c'est presque le même travail. La gestion des dépenses, c'est seulement un seul ministre peut gérer tout ça. C'est réduire aussi le temps de vie des institutions. Ça permet aussi à ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons 52 ministres, 53, 34 ministres. Mais pour faire quel travail? Pour quel faire travail? Si vous regardez aujourd'hui Kinshasa, pour arriver ici, je fais plus de 4 heures de temps d'embouteillage. Alors que d'habitude, la route de chez moi jusqu'ici, je fais que 15 minutes. 4 heures de temps d'embouteillage. Ça, c'est un problème très sérieux. On met des gens qui n'ont pas la compétence pour faire le travail qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut devenir ministre. Mais c'est bien beau que le président de la République puisse prendre de la conscience que non, il y a un problème. Nous devons réduire le nombre de ministères et prendre cet argent-là qu'on pouvait donner à d'autres ministères qui, je ne dis pas inutile, mais d'autres ministères, un gouvernement éléphantex, ça compte aussi beaucoup de budget. On peut allouer l'argent là à la construction des routes, l'eau potable à Kikwit, l'eau potable ici à Kassangoulou, ça c'est bien bon. Donc moi je suis totalement d'avis avec le président de la République que nous puissions, qu'il puisse réduire le nombre de ministères. Combien de ministères pouvez-vous estimer? Mais pourquoi pas 17? Ok. Pourquoi pas 17? Là, c'est beaucoup de ministères alors qui seront élagués. Non, pas élagués, mais vous savez, notre administration, elle est bonne. Hein. Nous avons une très forte administration, ça, il faut l'accepter. On a 17 ministères et les autres, voilà, il n'y aura pas chevauchement, mais les autres s'accompagnent avec le secrétariat général. Donc ça, ce n'est pas un problème. Moi, je ne trouve pas un problème. La Belgique avait fait plus de 300 ministères. C'est presque, on a calqué l'administration belge, c'est presque la même chose. Ça ne posera aucun problème. Nous voyons aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, le ministère à l'époque, il y avait un ministère des Relations avec le Parlement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui. Est-ce que le secrétariat général des Relations avec le Parlement ne fonctionne pas? Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à la primature. Donc, il y a des exemples comme ça dans notre pays. Ça ne dérangera personne et ça frustrera aussi personne. Nous voulons juste que non, l'argent qu'on pouvait dilapider avec des gouvernements éléphantex, que ça puisse être orienté à d'autres fins utiles pour le pays. Revenons à la sécurité, je l'ai annoncé tantôt. Déjà, pour commencer, ça fera 6 mois, ou ça fait 6 mois récemment que les rebelles du 23 AFC occupent la ville de Goma. Alors que de l'autre part, il y a des accords qui ont été signés, notamment à Washington et à Doha. D'aucuns se demandent à quoi servent ces accords aussi longtemps que la situation sur le terrain continue à être tendue. Je plaire d'abord nos morts des Lituri, parce que vous savez, ça fait quand même mal que nous puissions continuer à subir ce genre d'atrocités, alors que le monde entier pouvait maintenant avoir un regard sur la République démocratique du Congo. Mais à ceux qui ont commis cet acte, ils doivent savoir qu'un jour, ils auront à rendre compte de leur sauvagerie. Nous, pour nous, au sein de l'Union pour la nation congolaise, oui, c'est bien bon pour la paix. Faire la paix, c'est bien bon, c'est une très bonne chose. Signer des accords, c'est une très bonne chose. Nous encourageons cette voie-là. Mais nous n'accepterons pas qu'on puisse effacer les points de la justice sur tout ce qui concerne le crime commis. Donc, moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous parlons de la même voie. Nous partons dans la même direction. Et nous avons décidé de construire les pays sur base de dialogue. Voilà. Moi, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut beau parler, on peut beau discuter. La RDC ne changera jamais de voisin. Le Rwanda restera éternellement voisin de la République démocratique du Congo. Un jour, je vais partir, je vais mourir, je partirai un jour.
mais la RDC restera toujours voisin du Rwanda. Donc, voyez-vous que non, nous avons intérêt à construire une paix régionale. Nous, notre approche au sein de l'Union pour la nation congolaise a toujours été une approche totalement régionale. Nous voulons à tout prix que non, la région puisse bénéficier, que ce soit des richesses de la République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais refusé cela. Nous voyons les Chinois venir ici, construire ici en République démocratique du Congo. Les Chinois sont des propriétaires ici. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer leurs entreprises par rapport à la législation congolaise. Nous n'avons jamais refusé que les Rwandais fassent la même chose. C'est que nous voulons juste que nous et puissent respecter notre souveraineté. Les biens fondés des accords, commençons par l'accord de Washington. Oui. Les biens fondés de l'accord de Washington, c'est la reconnaissance de la souveraineté de la République démocratique du Congo. À un moment donné, les gens pensaient que non, cette souveraineté n'existait plus, c'est devenu une souveraineté de façade. Oui, mais cet accord aujourd'hui est en train de remettre, à ripolliner totalement cette stratégie du Rwanda qui voulait faire voir que non, au niveau international, la RDC n'avait plus le mot. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça c'est la première des choses. Et puis, parce que l'accord là respecte le droit international, c'est encore quelque chose de solide qui s'ajoute à la bonne vision que le président de la République a commencé à implémenter dans ces pays depuis son avènement. Mais la mise en applicabilité de cet accord tarde, apparemment. Oui, ça ne tarde pas parce que hier déjà, le premier comité de suivi de l'accord a été mis en place. Donc je pense que nous devons, voilà, il y a quelque chose qui est bien dans la paix, c'est les temps. Voilà. Quelque chose qui est bien dans la paix, on ne peut pas faire la paix sans pour autant mettre le facteur temps en exergue. La paix, il y en a, c'est bien bon. Nous voulons que la paix, nous ne voulons pas d'une solution palliative, nous voulons d'une solution pérenne. C'est ça la différence. On sait que les gens souffrent, les gens qui sont dans la partie est de notre pays souffrent de cette situation. Mais nous voulons que nos frères puissent sortir de cette situation avec une solution pérenne, une solution définitive. Nous ne voulons pas de solutions palliatives. Certainement, pour d'autres personnes diront que non, l'application est en train de prendre le temps. Mais moi, ce qui me concerne, ou ce qui nous concerne, nous, au sein de l'Union pour la nation congolaise, nous voulons que cette paix soit effective. Donc c'est tout un processus qui doit être suivi à la lettre. Largement, vous verrez que non, après la mise en place de ce comité de suivi, vous allez voir que le président de la République fera les déplacements et les présidents rwandais, ils vont signer maintenant l'accord. Ok, donc, mais il y a quand même certains commentateurs ou analystes politiques qui ne sont vraiment pas d'avis, qui disent que ces accords et tout ne nous avancent en rien. En revanche, la République démocratique du Congo continue à afficher cette attitude ou cet état de faiblesse. Qu'en dites-vous? Moi, je pense que nos amis sont en train de faire une très mauvaise analyse par rapport à la situation. Cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il faut comprendre la logique du président de la République. Cette situation a commencé depuis le 6 avril 1994, quand on avait assassiné le président Habyarimana. Les Zaïre de l'époque, c'est d'ailleurs les Nations Unies qui avaient demandé aux Zaïre de l'époque d'ouvrir les frontières pour que les Rwandais puissent entrer, les Tutsis qui fouillaient là-bas puissent entrer dans notre pays. On a laissé passer les militaires, les ex-FAR, Interam et toute la bande là, sans pour autant quand même désarmer les militaires qui étaient, tous sont venus avec les armes dans notre pays. Alors, à ce moment-là, le Rwanda a trouvé un alibi très stratégique pour justifier sa présence dans le sol congolais, traquer les Interamouis. Les Interamouis, ils sont nombre de combien aujourd'hui si nous devons évaluer? De 1994 jusqu'à aujourd'hui, ils sont nombre de combien? Si on considère qu'un militaire pouvait avoir l'âge de 20 ans, 22 ans, 30 ans, quoi que ce soit dans cette armée-là, aujourd'hui, ils sont nombre de combien? Je me souviens qu'un ex-ambassadeur ici a parlé de moins de 7000 même. Mais c'est quand même, ce n'est pas une force. Ce n'est pas une force qu'on peut déployer toute une bataillon derrière pour traquer cette petite force des Interamouis-là. Et les Rwandais justifient toujours. Mais les Rwandais, on ne peut pas effacer l'histoire. Vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Ils ont recruté Laurent Désiré Kabila pour faire les sales besoins contre notre République en 1997. Et Kabila s'est réveillé dans son sommeil. Il a compris que non, ça c'était un accord de coup. La population ne pouvait pas accepter cette réalité-là. Vous savez ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila après.
Mais oui, et il refusait, il disait que non, nous n'avons rien à voir avec les Rwandais, nous n'avons rien à voir avec la République démocratique du Congo, notre présence n'existait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 2 août 1998 à Kisangani? On a vu des armées s'affronter, les Ougandais et les Rwandais. Donc la reconnaissance totale du génocide. C'est-à-dire que non, les Rwandais ne peuvent pas refuser aujourd'hui que non, ou bien les arguments ramassés à gauche-droite, dire que non, voilà, nous, ce que nous sommes, nous, ce que nous faisons, la RDC patine. Non, 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 ces arguments-là, ce sont des arguments rabougris. Ça ne représente en rien en termes de notre reconnaissance en tant que nation de ce que nous avons subi. Et en parlant même de la reconnaissance du génocide, aujourd'hui, c'est la commémoration du génocauste congolais. Un mot par rapport à ça? Oh, ce sont des événements que je n'aimerais pas revivre dans ma vie. Revivre comme étant un Congolais, parce que quand vous regardez les témoignages des gens qui ont vécu ça, je n'accepterai jamais que ça puisse se reproduire encore dans notre pays. Et les gens qui ont invité l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans notre pays doivent avoir honte aujourd'hui. Moi, à leur place, j'aurais eu honte de me présenter même aujourd'hui, ne serait-ce que devant les gens pour regarder les témoignages des victimes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans ces pays ici, des cadres, mais c'est eux qui ont invité l'armée ougandaise et l'armée rwandaise dans notre pays. Donc vous voyez qu'à un moment donné, nous devons éviter l'hypocrisie. Chacun de nous doit assumer une responsabilité. Et vous savez, vous pouvez tout refuser dans la vie, mais le tribunal de l'histoire vous jugera toujours. Mais là, on va se demander comment ces personnes-là arrivent à se retrouver occupant des postes-là assez considérables dans le pays, Madame, en se référant du passé. Madame, vous savez, si vous ne vous donnez pas rendez-vous avec l'histoire, vous allez stagner. C'est comme ça. C'est comme ça. Et avant de donner des responsabilités aux gens, poser la question par rapport à leur parcours, leur histoire. Ne serait-ce que bon, tôt ou tard, nous finirons par remettre de l'ordre à la maison et voilà, nous trouverons les Congolais dignes de confiance. Moi, j'ai toujours été partisan d'une loi qui va interdire automatiquement l'accès aux fonctions de toute personne qui a participé un jour à une insurrection ou bien un groupe rebelle. Je crois que cela pourra vraiment, ça sera une justice totalement rendue. On ne peut pas aujourd'hui, au nom de je ne sais quoi, se mouvoir, aller prendre les armes pour venir déstabiliser votre propre pays et demain devenir dirigeant. Mais vous allez diriger avec le sang de vos compatriotes. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais bien revivre dans l'histoire de notre pays. Nous allons nous battre corps et âme pour que les génocaustes soient reconnus internationalement, que cette date soit vraiment enseignée à nos enfants, que nous avons vécu un génocide, mais que les gens veulent à tout prix nous faire oublier cette réalité-là. Nous n'allons pas permettre ça. Nous allons défendre notre cause, c'est-à-dire la reconnaissance de notre génocide. Ça va de soi. Je crois que cela va réjouir aussi les victimes parce qu'il y a de ces compatriotes qui ont vécu des histoires. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre, c'était vraiment catastrophique. Alors, M. Sam Mandoumba, j'aimerais revenir sur le plan diplomatique au regard des accords et autres qui se signent par-ci, par-là. Pensez-vous que la République démocratique du Congo doit avoir de plus en plus confiance en la communauté internationale, parce qu'à un moment donné, on avait comme l'impression d'être délaissé, on criait par-ci, par-là, mais on n'était vraiment pas entendu. Alors, au regard de l'évolution des choses, pensez-vous qu'aujourd'hui, la RDC a ses raisons de pouvoir placer confiance en la communauté internationale? Je pense que depuis l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons réussi à changer l'image de la République démocratique du Congo. On parlait de voyage. Mais cette bonne reconnaissance... Oui, des voyages non fructueux. On parlait des voyages, voilà. Oui. Mais cette bonne reconnaissance de la RDC sur le plan diplomatique est réelle aujourd'hui. Est totalement réelle. Ça, nous ne pouvons pas refuser cette réalité-là. Donc la RDC a joué un grand pas dans la bonne direction. Mais une chose qu'il faut savoir, la diplomatie, on est largement dans le domaine d'intérêt. Donc vous ne pouvez pas venir dire que non, en diplomatie, vous partez sans pour autant... Non, nous avons nos intérêts à nous et les autres aussi ont leurs intérêts. C'est à nous maintenant, nous, la partie congolaise, de faire valoir nos intérêts dans des concerts des nations. Parce que dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons donner, il faut à tout prix que l'image de la République démocratique du Congo ne soit plus édulcorée. Ça, c'est l'objectif. Même les buts de nous, au niveau des
au niveau du Parlement, nous travaillons sur la diplomatie parlementaire. Ok. Vous avez vu que non, aujourd'hui, les Rwandais se sentent mal à l'aise. Ils ont obligé même leur Parlement à répliquer jusqu'à un discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de travailler à redorer l'image de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Là où il prendra la parole, il faut à tout prix que nous puissions dénoncer les massacres et chercher la justice des victimes. Et c'est dans cette diplomatie-là, dans la coalition des forces entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie gouvernementale, que la RDC trouvera gain de cause. En d'autres termes, la RDC doit tout faire pour occuper une position de force toujours. Une position prépondérante dans les concerts des nations. Alors, on va entamer la page judiciaire. Il y a déjà le procès de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui fait tellement parler. Que dites-vous de ce procès, de l'ouverture de ce procès qui se poursuit d'ailleurs? J'allais dire sans objet. Pourquoi? Parce que bon, rarement on commente des procès qui sont en cours d'examen ou bien que la justice est en train de se prononcer, parce qu'on est encore en train de suivre l'évolution. Mais quand cela ne tienne, moi je pense que dans notre pays, nous devons être des modèles. On a eu tant d'espoir en 2019 par rapport à l'avènement de l'alternance politique. Je ne peux pas comprendre. Monsieur Joseph Kabila est l'unique Congolais qui bénéficie d'une loi pour les anciens présidents de la République. Lui, il est bénéficiaire d'une loi. Je ne pouvais pas comprendre comment il s'est retrouvé là-bas. Parce qu'il est accusé d'être des mèches avec le mouvement. Mais lui, il sait très bien. En 2009, quand l'honorable Vital Kamerhe est en train de travailler, en 2008, lorsqu'il y avait concertation de la population du Nord et du Sud Kivu pour le retour de la paix, à Maniléo, lui, il était là, il était témoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait déjà une négociation entre les communautés pour mettre les choses sur la table, mettre la voie et pacifier, aller de l'avant. Non, il a préféré aller signer l'accord avec les Rwandais, en boycottant tout ce qui était fait en interne. Et l'accord, il a signé ça quand? 23 mars 2009. Si vous entendez le mouvement M23, le mouvement M23 est l'émanation de cet accord signé avec les FDL. C'est quoi? Bon, le nom va venir. Oui. C'est avec le truc du sénateur Mwanga Chouchou. C'est eux qui ont signé l'accord avec le gouvernement. Donc les M23 aujourd'hui ne peuvent pas être dépositaires de cet accord. Mais les M23 revendiquent l'application de cet accord. Ça, c'est très grave. Alors, si aujourd'hui, le président de la République, Joseph Kabila, qui avait combattu les M23 en 2012, il avait défenestré les M23, nous tous nous avons été témoins de cette histoire. On était dans la joie du fait que non, dans notre pays, nous n'aurons plus cette rébellion-là. Oui. Nous n'allons plus voir cette rébellion-là. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le porte-parole. Pince sans rire déclarait que non, il est en train de. Les revendications du M23 sont logiques. Les gens qui ont récupéré Bunagana, qui ont tué nos frères et nos sœurs à Goma, toi, un ancien président de la République, tu prends la parole et dire que non, les revendications sont légitimes. Qui vous fait croire que non, si lui-même il condamnait les M23 là quand il était au pouvoir? Et comment aujourd'hui il n'est plus au pouvoir, il doit dire que non, les M23 sont des Congolais et les revendications sont totalement légitimes. Nous pensons qu'il y a un sérieux problème de conception démocratique dans notre pays. Et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, nous aimerions bien qu'il soit quand même, ne serait-ce que responsable d'autres actes qu'il a posés comme étant un homme politique et un ancien président de la République. Comment il a quitté la République démocratique du Congo pour se retrouver là-bas? Moi, je sais qu'il est sénateur. Pour sortir du territoire, il devait être bénéficiaire d'une autorisation de sortie, à la limite, un ordre de mission. Mais lui, il est parti avec quel document? Vous voyez, toutes ces questions-là, quand vous mettez sur la table, ça fait de lui, pas victime, mais ça fait de lui quelqu'un qui est coupable. Donc pour vous, ce procès a lieu d'être, contrairement à certaines allégations, selon lesquelles c'est sans objet et tout. Au nom de la démocratie, si on vous accuse, vous avez le droit de vous défendre. C'est tout ce qu'il peut faire. D'autre part, il y a le PPRD et d'autres analystes qui crient à l'acharnement en la personne de Joseph Kabila. Que pensez-vous de Moi, j'ai des difficultés pour
pour accepter quand les gens évoquent l'acharnement. Nous avons vécu pire. Hein. Nos amis du PPRD doivent être modestes hein, pour la toute première fois. Hein. Nous avons vécu pire quand ils étaient au pouvoir. Nous autres, là, nous avons été victimes. Hein. Moi, j'ai vécu des choses. On m'a arrêté 2 fois quand le Fongo, là. Vraiment. Même les militaires ont pissé sur moi. Oh là là. Donc, j'ai une très mauvaise histoire par rapport à nos amis. Et sur cette base-là, je préfère que nos amis soient modestes. Et on n'acquise pas à tort quelqu'un. Hein. On n'acquise pas à tort quelqu'un. Si nos amis veulent que nous puissions accepter leur logique des réflexions, qu'ils nous disent avec quel document M. Kabila a quitté le territoire pour se retrouver là où il est. Les gens qui vont nous brandir. Et pourquoi il a quitté le territoire? Qu'ils nous disent ne serait-ce que tout ça. Oui. Et nous allons accepter maintenant les revendications. On va dire que bon, c'est de l'acharnement parce qu'à un moment donné, nous devons respecter l'État. L'État est là et établi par des lois. Nous ne pouvons pas venir et on se réveille les matins. On viole la Constitution, on viole les lois de la République, on est libre. On fait tout ce qu'on veut. Voilà. Et à chaque fois qu'on va vous interpeller, c'est de l'acharnement politique. Mais madame, à un moment donné, nous devons arrêter. Nous devons bâtir une nation forte et non une nation où on trouve des hommes forts. D'autre part, parlons de ces avocats, les avocats de la République qui revendiquent par rapport à leurs honoraires. Ils sont 7 et on leur a proposé 2 millions de dollars américains. Ils disent qu'au regard du caractère du procès et la personne, je ne sais pas moi, la position que représente l'accusé, ces honoraires-là, ça ne vaut pas. La loi fixe, ne vous en faites pas madame, il y a aucun ministre, le ministre du budget que je connais, un homme très sérieux, il appliquera le barème, il y en a, il n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, ce sont des arguments fallacieux, avancés juste pour prendre de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-bas pour aller défendre un truc où là où, à la limite, ben, je ne dirais pas que non, c'est un procès inquisitorial, mais la personne accusée n'est pas là. Qu'est-ce qu'il défend quoi? Il défend quoi pour... Vous voyez cet argent-là, on peut construire des écoles, hein. Oui. On peut construire 2 millions, c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Oui. Alors que nos amis soient modestes et qu'ils acceptent ce qui est prévu par la loi. Nous devons respecter la loi. Et ils sont des juristes. En principe, ils devraient se référer à la loi. En les place de vouloir à tout prix chercher des rallonges inutiles. Non, ce n'est pas intéressant. Vraiment. L'autre procès qui défraie la chronique, c'est celui de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Quel est votre approche? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les Génocost. Oui. Nous avons l'amertume. Et nous avons l'amertume dans nos cœurs, la peine de savoir qu'il y a des victimes. Si aujourd'hui, M. Mutamba est accusé de détournement, c'est parce qu'il a touché l'argent aux victimes. C'est que les gens ne savent pas. Là, encore une autre responsabilité de M. Kabila. Oui. À l'époque, quand la République démocratique du Congo avait accusé le Rwanda et l'Ouganda à la Cour internationale, c'est M. Kabila, à la dernière minute, qui avait retiré la plainte contre le Rwanda. Pourquoi il avait fait une chose pareille? Que nos amis du PPRD viennent nous répondre. Mais on avait condamné l'Ouganda par la suite. Et l'Ouganda est contraint de verser l'argent en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on avait créé Frivaros, cette entreprise publique là de l'État, qui est sous tutelle du ministère de la Justice. Alors, cet argent que l'Ouganda a payé pour récompenser les victimes de la guerre du 2 août 1998, c'est là où que M. Constant Mutamba a trouvé nécessaire ou bien trouvé utile d'aller puiser pour détourner. Parce que les détournements que les gens parlent aujourd'hui, moi je me souviens à l'époque du procès Cameroun, on nous parlait des détournements intellectuels. Oui, les détournements intellectuels. Alors les détournements de M. Mutamba, oui certes on peut dire que non, l'argent existe. Oui, oui, bien. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ça c'est un argument d'Hilary. Ça c'est un argument, même les Congolais les moins instruits n'utiliseraient pas cet argument-là. Ça c'est un argument facile. Voilà, l'argent existe, mais qu'est-ce qui a poussé à déplacer l'argent dans un compte X pour se retrouver dans un compte Y? Le plus grand problème avec lui, c'est quoi? Quand vous demandez que les trésors publics, ou bien vous-même, parce que l'argent, c'est lui qui décide, parce que l'entreprise est sous tutelle du ministère de la Justice. Mais quand tu dis que non, j'envoie l'argent au compte de monsieur X, à telle banque, Raobank, et le lendemain, on se retrouve que non, l'argent a quitté la Raobank, se retrouve à FBN Bank. Mais ça, c'est déjà un détournement. C'est là où ça pose un problème. Mais apparemment, c'est parti vite, sa poursuite.
Non, ce n'est pas parti vite parce que les procureurs ont commencé à faire des enquêtes. Ok. Oui, quand il a parlé d'achat de la parcelle, quand on est parti vérifier à Kisangani, la parcelle n'a jamais existé. Même pour arriver à la procédure pour arracher la lettre de non-objection, il n'a jamais versé le PV. Les discussions entre le ministère et l'entreprise concernée, l'entreprise qui devait travailler dans le cadre de la construction de la prison. Donc il y avait déjà vice de procédure. Et pour bien maquiller cela, on parle d'un acharnement, d'une confrontation entre les ministres et les magistrats. On est dans des histoires, des labyrinthes totalement compliqués qu'il ne faut même pas entrer à l'intérieur, sinon vous allez rester là-bas, vous n'allez pas avoir de code de sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas l'argent, on ne demande pas que vous puissiez verser l'argent dans les comptes à Rabobank et l'argent se retrouve à FBN Bank. Ça, c'est totalement compliqué. Donc, c'est déjà un présumé détournement. Non, pas présumé, c'est déjà des faits. Ok. C'est déjà, le détournement est là, c'est déjà consommé. Il n'y a même pas, il y a plus de présomption de détournement là-dessus. Il y a des preuves palpables que non, l'argent, si vous demandez l'argent, dans les paiements, vous dites que non, moi, M. Sam, vous m'envoyez l'argent, mon compte est logé à la banque Rabobank. Mais si vous envoyez l'argent à la Rabobank et demain l'argent se retrouve à FBN Bank, c'est déjà un détournement. Il ne faut même plus chercher quoi que ce soit. D'autre part, M. Sam, Constant Moutamba ne serait pas comme un sujet de peur au regard de sa popularité. Alors, pour le mettre de côté, il fallait lui coller popularité. un procès. Vous jugez la popularité par rapport à quoi? Les baromètres, ce sont des élections. Qu'est-ce qu'il a récolté comme chiffre aux dernières élections? Ben, il était apprécié dans son travail en tant que ministre de la Justice. Non, mais quand vous parlez de la popularité et l'appréciation c'est au niveau de l'administration, de la justice, où là où on peut apprécier quelqu'un ou pas. Mais quand je vois des gens revendiquer à gauche-droite, il n'y a plus d'appréciation. Mais il y a une différence entre l'appréciation et la popularité. La popularité a unique baromètre qui est les élections. Posez-vous la question par rapport aux élections. Qu'est-ce que M. Moutamba avait récolté? Et venez me poser la question aujourd'hui. Je vous donnerai la réponse. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas chuter sans avoir les nouvelles de l'UNC, étant donné que vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule de communication. Comment se porte l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe? Ça porte parfaitement bien. Les partis existent, les partis vivent. Nous continuons à travailler parce que les buts d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et de conserver ces pouvoirs-là. Nous avons conquéri les pouvoirs en 2018 et nous sommes aujourd'hui la deuxième force de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de notre parti politique est l'office président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes pendant notre phase de redynamisation des partis. Okay. Très bientôt, il y aura d'autres animateurs. Parfois, je quitterai la cellule de communication pour d'autres fonctions. Parfois, le président trouvera utile de me maintenir à mes fonctions actuelles. Et nous sommes en train de travailler pour que l'INC soit toujours prêt pour les échéances électorales et que l'INC donne toujours cette image des cadres réfléchis, des cadres qui n'entrent pas dans les marasmes politiques avec de la faiblesse totalement inutile, mais nous préparons des élites, nous préparons des responsables capables de relever le défi de la reconstruction d'une nation forte, stable et prospère au cœur de l'Afrique. Vous avez dit que vous continuez à travailler, ça serait à l'interne ou comment? Parce qu'on n'a vraiment plus l'impression de vous sentir. Non, on n'a jamais... De vous sentir au fait sur la place publique, c'est comme si l'UNC devient de plus en plus inexistante et tout par rapport à l'organisation des activités. Ça, c'est une politique interne, madame. C'est une politique interne de l'Union pour la nation congolaise. Non, les activités, il y en a presque chaque semaine. Ok. C'est une politique interne du parti. Nous avons juste réduit notre temps de communication, comme on le faisait à l'époque. Nous voulons travailler en interne. Vous savez quoi? Les résultats font cesser les contestations. Ok. On attend voir le résultat, mais j'aimerais quand même avoir l'avis du leader de l'UNC, Vital Kamerhe, par rapport à tout ce qui se passe, notamment la situation sécuritaire dans l'Est. C'est quoi son attitude face à cela? Il est meurtri, il est peiné. C'est quelqu'un qui souffre fort intérieurement.
il est victime d'une agression parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il a perdu ses maisons, les M23 en occupent. Aujourd'hui, c'est ferme. Il ne peut pas parler, ne serait-ce qu'il ne peut pas parler. C'est un grand leader. Lui, pour lui, c'est la cause nationale. Il ne peut pas s'apitoyer sur le bien matériel que les rebelles ont récupéré, mais c'est quelqu'un qui est meurtri. Il est vraiment affaibli dans son fort intérieur, mais à l'intérieur de lui, il y a une force. Cette force de défendre mordicus la voie de la justice, la voie de la paix, la voie du dialogue, pour que la population de la partie est de la République démocratique du Congo ne puisse plus subir les causes qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Son problème, c'est parfois il est mal compris. Moi, un jour, j'ai eu une petite discussion avec lui, je me disais, mais bon, écoute, qu'est-ce qui se passe exactement? On vous critique partout, vous êtes combattu partout, on est en train de dire des choses sur vous. J'aimerais bien comprendre, parce qu'à un moment donné, nous sommes des humains, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Désolé de te le répondre, j'ai réfléchi 100 fois mieux que les autres. Et j'ai réfléchi 100 fois plus rapide que les autres. Et il a encore eu raison. Quand il avait proposé le dialogue en 2022, personne ne voulait croire à cette logique-là. Personne ne voulait croire. Mais ça aurait nous évité des morts que nous avons connues. Qui aujourd'hui peut aller faire la réparation dans la famille des victimes, des gens qui ont perdu les leurs de Bunagana jusqu'à Goma? Qui peuvent aujourd'hui accepter d'aller parler à ces familles-là? Donc comprenez que non, c'est un prophète très incompris de la République démocratique du Congo, mais c'est l'avenir qui appartient à Dieu. Heureusement que lui prie énormément, c'est Dieu qui va définir la suite, mais il souffre profondément parce que c'est sa base naturelle qui est affectée. Et présentement, là, de manière concrète, quel est l'apport de l'UNC dans le retour de la paix? Énormément, nous avons commencé à proposer les dialogues. C'est la voie qui est actuelle. C'est la voie actuelle que nous avons proposée. Imaginez-vous, en 2022, on parlait déjà de l'aide du cyclone. Le Rwanda, l'Ouganda, la RDC et les M23 à l'intérieur. Parce que l'Ouganda a facilité la chute de Bunagana. C'est ça que les gens oublient. Bunagana, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ce n'est pas avec les Rwandais. Les M23 ont commencé par prendre Bunagana. Donc, c'est-à-dire que pour que les M23 prennent l'Ouganda, il y avait une complicité énorme. Bunagana, il y avait une complicité énorme. Nous, à l'INC, moi j'étais à Bunagana. On a fait la route Bunagana jusqu'à Kibumba. Okay. Nous étions partis là-bas. On a vu la souffrance de cette population et nous n'étions pas à mesure de garder silence. Voilà pourquoi, à l'époque, le président de l'Union pour la Nation congolaise avait proposé déjà les dialogues en 2022. Mal compris, mal suivi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné les schémas. Et c'est en 2025, bon, mais c'est vrai que c'est l'État. On dit que l'État est le meilleur allié de la vérité. Oui. Voilà, je considère que oui, ce n'est pas un problème. Dans une démocratie, nous devons accepter que non, les autres puissent réfléchir en avance que les autres puissent avoir des reculs par rapport à leurs réflexions, mais nous devons converger sur des solutions idoines qui apportent la paix, qui apportent réellement la considération, le respect et la dignité humaine dans tout ce que nous faisons. Non, au sein de l'Union pour la Nation congolaise, c'est d'abord ce plan de sortie des crises qu'on avait proposé. On n'a jamais reculé en termes de propositions. On avait proposé cela, on avait épigné sur cela, et c'est aujourd'hui la conséquence réelle de ce que l'INC parlait déjà en 2022. Donc nous sommes dans la joie. Pour nous, c'est une fierté totalement jubilatoire d'avoir un leader qui réfléchit mieux, qui réfléchit en avance et qui comprend mieux les enjeux. Donc pour nous, voilà, l'Union pour la Nation congolaise, nous avons joué notre partition. Merci M. Sam Mandoumba. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, étant donné que nous avons épuisé toutes les thématiques, mais je vous accorde quand même la parole pour adresser un mot à la population en train de nous suivre, peut-être par rapport au parti, voilà. Plus à la population de la partie Est de notre pays qui est en train de souffrir. Oui. À mes frères et sœurs de la partie Est de la République démocratique du Congo, je vous demanderai tout simplement de ne pas perdre l'espoir. L'élan de la cohésion nationale et la détermination que vous avez montrée à rester ferme prouve à suffisance que vous avez le patriotisme et l'amour du Congo au plus profond de vous. Nous, à Kinshasa, nous ne perdons pas notre sommeil. Nous nous battons jour et nuit
pour que la paix puisse revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un jour, nous allons célébrer cette paix. Un jour, nous allons vivre cette paix. Et un jour, la RDC trouvera sa place et sa voix de la locomotive d'Afrique. Merci beaucoup, M. Sam. Je crois que ce message parviendra à qui de droit. Merci infiniment d'avoir été de nôtre. C'était un réel plaisir, surtout ces échanges fructueux. Merci. Merci infiniment pour l'invitation. Je ne manquerai pas la prochaine occasion. Merci, on sera très ravis de vous recevoir pour d'autres grandes lignes d'actualité. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci infiniment. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Voilà, c'en est fini pour ce numéro de l'émission Paramètres. Je rappelle que nous avons reçu M. Sam Mandoumba, il est coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'UNC. Alors, c'était un plaisir de l'avoir. Je crois que ces échanges vous ont édifié. Alors, je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois et ça sera avec un réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme en compagnie de la chaîne du Repos.